Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce principal rendez-vous de l'information. Tout de suite, les titres qui vous seront développés. Le numéro 1 djiboutien Ismaël Omar Guelleh rencontre Emmanuel Macron à Paris au menu des deux chefs d'État. Un accord fiscal entre les deux pays, des investissements français à Djibouti et le renouvellement d'un accord de défense. L'écrasante majorité des pays européens reste vulnérable, c'est ce qu'a estimé le directeur Europe de l'OMS, élément de réponse dans ce journal. C'était les titres, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est à Paris. Après avoir rencontré le patronat français, le Sénat la veille, il a déjeuné avec le président Emmanuel Macron. Au menu de deux chefs d'État, un accord fiscal entre les deux pays, des investissements français à Djibouti et le renouvellement d'un accord de défense. Le chef de l'État a été reçu officiellement à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron ce vendredi à l'occasion de sa visite officielle de 3 jours. À son arrivée à l'Élysée, le président de la République a reçu les honneurs de la République française avant d'être accueilli chaleureusement par le président français Emmanuel Macron qui lui a souhaité donc la bienvenue. Après donc la photo officielle sur le perron de l'Élysée, les deux présidents ont eu une rencontre en tête-à-tête. Les discussions donc entre les deux hommes ont porté sur tous les domaines de coopération entre les deux pays. Les échanges étaient francs et cordiaux, amicaux entre les deux présidents eu égard à la solidité des relations de coopération. Des discussions qui ont permis des points de vue communs pour améliorer davantage les perspectives de coopération à l'avenir. Et enfin, les deux présidents ont signé une déclaration décente et partenariat sur la défense. Cette rencontre permettra un nouveau dynamisme dans la coopération entre la République de Djibouti et la République française. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, l'ambassadeur de Djibouti en France, Ayed Moussaad Yahya, ainsi que l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, ont participé à la rencontre entre les deux chefs d'État. Toujours à Paris, dans le cadre de la visite officielle du chef de l'État en France, Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin les honneurs de la République française aux Invalides. À son arrivée, le président Guelleh a été accueilli par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. La cérémonie des Invalides est un des moments forts de la visite officielle de 3 jours du président de la République en France. Eh bien, cette visite reflète la solidité des relations entre nos deux pays liés par des liens séculaires. La visite du président Guelleh a aussi pour objectif d'insuffler un nouveau dynamisme dans la coopération entre Djibouti et la France dans de nombreux domaines politiques, économiques, notamment dans la promotion de partenariats entre le secteur privé djiboutien et français.
outre la rencontre au sommet entre le président Ismaël Omar Guelleh et le président Macron à l'Élysée, donc le président Guelleh a eu une série de rencontres avec deux membres du gouvernement français. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères et celle de la Défense. Les voies et moyens de renforcer la coopération diplomatique et de défense ont été au centre des discussions entre le président et les deux ministres français. Le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Djibouti en France en préparent à cette rencontre. Après le MEDEF et le Sénat, le président de la République a été reçu hier par Madame Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de l'OIF, au siège même de l'OIF à Paris. Les deux responsables ont effectué un point d'étape des discussions entamées lors de la dernière visite de la secrétaire générale à Djibouti en décembre dernier, notamment sur l'ouverture du centre régional francophone à Djibouti. Le président Guelleh a réitéré son plein engagement en faveur du rayonnement de la langue française à Djibouti et au-delà dans la sous-région, ainsi que son engagement politique pour faire de l'égalité homme-femme une réalité dans son pays. Par la suite, le chef de l'État a signé le livre d'or de l'OIF. Nous restons toujours à Paris où plusieurs séries d'accords ont été signées par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, et le ministre français donc des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Eh bien, ces accords portent sur la déclaration d'intention relative à la protection des investissements et la feuille de route sur la coopération au développement. Un accord cadre de coopération scientifique ainsi qu'un accord cadre de coopération décentralisée. Eh bien, deux autres accords ont été signés entre le directeur général de l'EDD, Djamali Guelleh, et Franck Tanner, directeur général de la société Engie, active dans la coopération énergétique. S'agissant donc du secteur privé, un accord de partenariat et de coopération
a été signé entre le groupe djiboutien Kamaj, représenté par Hussein Mahmoud Rabelais, et les représentants de la société hôtelière Accor France. Eh bien, vous le voyez à l'image, donc, pour ce qui s'agissant donc du secteur privé, un accord de partenariat et de coopération a été signé entre le groupe djiboutien Kamaj, représenté donc par son directeur, et les représentants de la société NG, donc les représentants donc, de la société hôtelière, pardon, Accor France. De l'énergie, c'est le directeur général de l'EDD, M. Jamal Ali Gheli, et Franck Tanner, directeur général de la société NG, qui ont signé un accord s'agissant donc l'amélioration de l'énergie. Objectif donc renforcer la coopération entre Djibouti et la France. Et notre envoyé spécial donc à Paris a pu recueillir quelques réactions, dont celle du directeur du groupe Kamaj et celle du directeur de l'EDD, Jamal Ali Gheli et Hussein Rabelais. Les voici. C'est un grand projet qui va employer des centaines d'emplois. Déjà un hôtel existant, un hôtel où il y aura une reconversion et un troisième hôtel qui sera une nouvelle construction. Qui va commencer, Inch'Allah, à partir de juin 2021 et qui, le grand, le Pullman Living, celui qui est composé de pratiquement 131 clés avec des suites. C'est une capacité de 300 chambres, même plus, et qui va créer plusieurs centaines d'emplois. Inch'Allah, il prendra 30 mois à construire. Et avant celui-là, on va terminer les travaux de reconversion de l'hôtel Plein Ciel qui s'appellera Plein Ciel M Gallery, un hôtel boutique, donc un hôtel 5 étoiles. Lui, les travaux ont déjà commencé et finiront, Inch'Allah, à la fin de l'année 2021. EDD et NG donc, se sont entendus pour développer l'énergie solaire. En première phase qui fait l'objet de la signature aujourd'hui, c'est Obok et Tejora, que nous allons installer des panneaux solaires en complément des groupes que nous l'avons pour pouvoir donc économiser les pétroles et contribuer en quelque sorte donc l'amélioration de la nature en quelque sorte et éviter et à Obok et à Tadjoura. Et prochainement, Inch'Allah, donc nous allons signer aussi l'accord pour le Grand Bara. Et c'est toujours dans le cadre donc de la politique du président pour que l'énergie renouvelable soit donc un élément moteur au développement de la République de Djibouti. Et la première phase est signée, la seconde phase sera faite à Djibouti. Et Inch'Allah, d'ici une année, maximum deux, on verrait donc les solaires dans le réseau de Djibouti. Retour à Djibouti où le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel, a clôturé hier les ateliers liminaires du Forum national de l'emploi au Palais du Peuple, en présence du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Esman Ibrahim Rabelais Alaleh, du ministre de l'Éducation nationale, Mustafa Mohamed, et du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Redouane Abdoulaye Bahdoun. Ces ateliers ont regroupé tous les acteurs institutionnels, les partenaires techniques de l'emploi et les partenaires sociaux. Les échanges durant ces 3 journées d'ateliers ont permis de mettre en lumière les thématiques liées à l'emploi, notamment la formation, l'apprentissage, la santé au travail et la sécurité sociale. Réfléchir ensemble sur les obstacles à la création d'emplois
et de faire des recommandations sur les mesures spécifiques pour atteindre le travail décent et le plein emploi productif. Écoutons à présent le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed pour plus de précisions. Comme vous le savez, le président de la République a personnellement parrainé le lancement de cette réunion de haut niveau du projet que vous avez annoncé tout à l'heure, Initiative pour l'emploi. C'était le 26 octobre 2020. C'est vrai que c'est un acte majeur qui était de viser et de promouvoir le plein emploi, qui est productif et le travail décent surtout à travers l'insertion des jeunes dans le marché du travail. La création massive d'emplois, principalement en faveur des jeunes, figure au premier plan du gouvernement. C'est pourquoi la problématique de l'emploi est d'intégrer de manière explicite et centrale au sein du cadre des programmations politiques publiques à travers une succession de documents stratégiques comme la Vision 2035, la SCAP, la Politique nationale de l'emploi 2014-2024, qui a été présentée par le ministre de l'Emploi. Depuis, notre pays est engagé depuis plusieurs années dans un processus de promotion de l'emploi impliquant de nombreuses parties prenantes. Je vois ici des gens qui sont chargés de la formation professionnelle, comme de la CNSS. Je pense aussi les gens qui sont dans les établissements publics télécom, EDD, qui aussi de leur côté essayent de trouver quelle est la meilleure façon d'intégrer les jeunes qui sortent sur le marché du travail. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Mohamed Hassan Barre, a reçu hier le nouveau représentant régional du Haut-Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies pour l'Afrique de l'Est, accompagné par Florina Frey au cadre du bureau régional. Ont assisté à cette entrevue le secrétaire général du ministère Chouaib Adjal et le conseiller technique du ministre Idriss Moussa Ahmed. Le représentant régional du Haut-Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies a tenu à remercier le ministre pour son accueil fraternel malgré son agenda chargé. De son côté, le ministre a souhaité la bienvenue au représentant régional du Haut-Commissariat des droits de l'homme de l'ONU en soulignant donc l'intérêt que porte son département à la promotion de la culture de dialogue, de solidarité et de partage. Les deux parties ont convenu de maintenir les contacts pour mettre en œuvre des programmes conjoints favorisant le dialogue et la lutte contre les messages incitant à la discrimination et au sentiment de la haine. Autre information, après les régions du Nord, l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre de ses missions de contrôle et de suivi, a poursuivi les audits pédagogiques dans les établissements d'enseignement moyen et secondaire des régions du Sud, et ce durant toute cette semaine. La délégation présidée par l'inspectrice générale de l'enseignement général est composée de l'ensemble des inspectrices et inspecteurs de cet ordre d'enseignement a été reçue dans chacune des régions par les autorités locales qui n'ont pas manqué de saluer là aussi les réalisations du ministère de l'Éducation nationale et l'engagement personnel du ministre, tout comme ils ont fait part de leurs doléances et des besoins spécifiques de la région en matière éducative. En outre, durant ces audits, se sont tenues des réunions avec les équipes d'encadrement de chaque région, tout comme des animations pédagogiques et des formations dispensées par les inspecteurs ont été organisées dans les établissements scolaires pour répondre aux besoins spécifiques identifiés et aux attentes des enseignants. Par la suite, l'inspection générale transmet un rapport au ministre de l'Éducation nationale dont la finalité est le renforcement des apprentissages, une optimalisation du suivi encadrement des enseignants, le renforcement du leadership pédagogique des chefs d'établissement ainsi qu'un accompagnement spécifique de chaque établissement scolaire.
Et les apprentissages, comment se déroulent dans ces différents établissements, quelles sont les conditions qui sont mises en place pour ces enseignements et apprentissages. Donc ce travail normalement se déroule correctement et dans le bon sens. En bref, et en image, l'Académie de police Idriss Farah Abane a ouvert hier ses portes à plus d'une centaine d'écoliers issus de l'école privée La Farandole. Cette visite pédagogique à l'Académie avait pour objectif de faire connaître le métier de policier, mais aussi de découvrir l'importance du travail de ces hommes et de ces femmes qui veillent jour et nuit au maintien de l'ordre et de la sécurité dans notre pays. Les petits visiteurs étaient accompagnés de leurs enseignants, de parents, mais aussi du directeur de l'école, Saïd Abdoulaye Meguil, et de ses proches collaborateurs. Accueillis à leur arrivée par le directeur de l'Académie, le lieutenant-colonel Elmedar Meguil, et les moniteurs de l'Académie, la journée a débuté par l'intonation de l'hymne national. Et par la suite, donc, une projection sur les missions et les prérogatives de la police nationale a par la suite été présentée aux enfants de l'école privée.
Par la suite, les élèves ont assisté à plusieurs démonstrations organisées par les policiers. La brigade cynophile conduite par le lieutenant Bakal Amin Ateye, chef de la brigade cynophile du RAID, a présenté donc aux enfants 2 chiens de la race malinoise chargés du maintien de l'ordre. Et en fin de matinée, les enfants ont assisté à une opération de maintien de l'ordre face à des manifestants. Les élèves ont pu également admirer la brigade équestre et le défilé des nouvelles recrues. Les jeunes élèves de l'école privée La Farandole sont ressortis de l'académie les yeux pleins d'étoiles et surtout la ferme volonté qu'un jour, ils endosseront également la tenue de policier pour veiller au maintien de la paix et de la sécurité dans leur pays. Et dans l'actualité internationale, je le dis en titre, l'écrasante majorité des pays européens reste vulnérable. C'est ce qu'a estimé le directeur Europe de l'OMS, pour qui, à l'heure actuelle, la frontière est mince entre l'espoir suscité par les vaccins et un faux sentiment de sécurité. La question des variants du coronavirus vient bousculer l'optimisme né de la mise au point de vaccins et entraîne de nouvelles restrictions. Par crainte de ces variants, l'Allemagne a décidé hier de fermer sa frontière avec la République tchèque et le Tyrol autrichien. Le ministre allemand de l'Intérieur a indiqué que cette mesure prendrait effet dimanche soir et que le Tyrol et les régions tchèques frontalières de l'Allemagne allaient être classés dans la liste des territoires très touchés par les mutations du virus. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.